Je tiens à préciser que d'emblée, mon propos sera très informel et largement aporétique et encombré peut-être de paradoxes. C'est sans doute pas d'ailleurs indifférent au sujet lui-même, j'entends la tolérance, avec cette espèce de point limite récurrent, cette question sur laquelle on ne cesse de buter. Faut-il tolérer les intolérants? Et dans ce cas-là, qui sont les intolérants? Il me semble qu'il y a ici, à travers le personnage d'Holbach, une bonne manière aussi d'atteindre ces limites-là. Alors, le point de vue que je vais engager, et ça explique aussi pourquoi c'est largement informel, est un point de vue qui s'applique aux modalités que j'avais comprises de la journée d'études, c'est-à-dire se concentrer aussi sur un corpus que j'ai constitué et dont je reparlerai tout à l'heure, qui est un corpus essentiellement de textes tardifs, entre guillemets, c'est-à-dire de la troisième, ce qu'on appelle la troisième phase de la production du baron d'Holbach, notamment la politique naturelle, la morale universelle et l'éthocratie. Je reviendrai sur ces références tout à l'heure. Et donc ma variation sera essentiellement une variation de textes, autour de textes, et peut-être aussi pour mettre en perspective ces textes-là, c'est-à-dire ces textes tardifs, à partir d'autres références qui leur donnent un sens, un contexte, et qui permettent du coup de mieux comprendre la position de d'Holbach qui, à mes yeux, explique cette formulation très peu lisible, dont je m'excuse, et que j'ai employée comme titre de mon intervention, c'est-à-dire tolérer avec ses crochets par l'athéisme. Et d'ailleurs, cette ambiguïté-là, que je vais essayer d'éclaircir tout d'abord, elle va constituer aussi l'armature de ma démonstration qui se fera en deux temps. Parce que la phrase a voulu en quelque sorte concentrer deux points qui me semblent importants parce qu'ils signalent l'intérêt de la position de d'Holbach, du moment d'Holbach, disons, dans cette réflexion plus générale sur la tolérance, puisque c'est de cela qu'il est question et c'est cela que je vais mettre en avant ici, pour montrer à la fois le caractère précaire et décisif de ce recours à l'athéisme, au personnage de l'athée. Ce que j'entendais par tolérer, entre guillemets ou entre parenthèses, par l'athéisme, c'était deux choses complémentaires. D'une part, considérer l'athée et l'athéisme en tant qu'objet. Et de ce point de vue-là, se pose immédiatement la question, et on l'a déjà entendu et on ne cessera de l'entendre à nouveau, faut-il tolérer les athées parce qu'il y a, disons, un cadre de débat qui porte plus naturellement dans les siècles classiques, et y compris jusqu'à l'époque d'Holbach, à ostraciser d'une manière ou d'une autre l'athée, à en faire en quelque sorte un personnage qui ne rentre pas d'une certaine façon dans cette réflexion sur la tolérance qui est en train de se développer, de s'étayer, de rôder ses arguments. Donc il y a déjà cela, le contexte qui explique que l'athée est un personnage qui immédiatement suscite une interrogation, voire des réticences très fortes, et qui se font entendre évidemment dans la réflexion. Deuxième sens à donner, ce n'est pas tolérer l'athéisme, mais c'est tolérer par l'athéisme, c'est-à-dire, dans mon esprit, tolérer selon le point de vue de l'athéisme, c'est-à-dire basculer d'une réflexion de l'objet athéisme à une réflexion sur le point de vue de l'athéisme. Parce que c'est cela, à mes yeux, qu'apporte véritablement d'Holbach, c'est une expression pleine et entière, explicitement voulue, d'un point de vue athée sur la question de la tolérance, avec les compromis, les difficultés que cela entraîne à cette époque où l'expression d'un point de vue strictement athée n'est évidemment pas évidente.
Et dans ce cas-là, tolérer selon l'athéisme, c'est en quelque sorte se demander si cette arrogance, ce dogmatisme qu'on prête traditionnellement à l'athéisme, et en particulier à l'athéisme matérialiste du baron, cela n'est-il pas une contradiction dans les termes? Est-ce que l'athéisme peut prétendre parler de tolérance alors qu'il ne semble pas souffrir la contradiction et la contradiction rationnelle? Voilà donc en quelque sorte le paysage que je voudrais parcourir, et pour cela il faut débuter donc par en quelque sorte le paysage et plus précisément les modèles utilisés pour cette réflexion à l'époque, et quand je dis à l'époque, c'est à l'époque très contemporaine de d'Holbach, même si elle remonte bien en amont. Il y a évidemment un art du recyclage et de l'emprunt chez d'Holbach qui s'explique tout simplement parce que la réflexion sur la tolérance, elle s'est cristallisée à des moments particuliers, à des moments décisifs, globalement disons, pour le propos qui nous intéresse, entre 1685 et 89, c'est-à-dire entre la révocation de l'édit de Nantes et la Glorious Revolution, c'est-à-dire aussi entre deux pôles entre lesquels on ne va cesser de s'expliquer, qui est d'un côté le pôle de Bayle, et comme il a été question de Bayle hier, je n'y reviens pas si ce n'est pour dire quelques mots, et de l'autre, de Locke, hein, les deux publiant dans la même période, aux alentours de 1686, d'un côté le commentaire philosophique, de l'autre la lettre sur la tolérance. Donc, il y a un héritage, qui est un héritage du XVIIe largement, mais un héritage que d'Holbach, en quelque sorte, veut à la fois incorporer, renégocier, refonder sur d'autres bases, en tout cas qu'il veut adapter singulièrement à son temps et à sa posture. Du côté de Bayle, pour dire les choses très rapidement, et je ne m'étendrai pas là-dessus, du côté de Bayle, il y a évidemment la tentation, et plus que la tentation, la volonté chez d'Holbach de donner jour à ce qui pointe chez Bayle, dans la mesure où, à la fois avec le commentaire philosophique, mais déjà antérieurement évidemment avec les pensées diverses, se réalisait la possibilité d'une consistance philosophique de la position athée dans la philosophie politique, c'est-à-dire l'existence d'une société athée viable, et qui aboutit aussi dans le commentaire philosophique à finalement cette idée d'une tolérance universelle qui est, à mes yeux, tout à fait exceptionnelle et singulière, et pour tout dire même marginale, au moment où Bayle l'explique. Alors, tout ce que j'ai en tête ici, ce serait de redéployer autrement ce qu'ont déjà dit d'autres commentateurs bien plus familiers de Bayle que moi. Je pense à Anthony McKenna ou à Jean-Michel Gros et puis à Gianluca Mori. Ce que j'en retiens, c'est l'idée que l'État doit sortir des conflits confessionnels, que la société qu'il faut prôner est une société où la religion ne doit pas avoir de rôle constituant. Et c'est cet idéal-là, qui est un idéal, encore une fois, qui s'élabore à partir de la limite athée, c'est cet idéal-là que finalement va vouloir récupérer, appliquer à sa façon le baron d'Holbach. Mais face à cela, parce que, encore une fois, Bayle, dans sa radicalité, est à mes yeux très marginal et très isolé, mais face à cela, il y a en quelque sorte, je ne dirais pas l'orthodoxie, mais je dirais quelque chose qui est de la quasi-évidence, y compris pour les contemporains de d'Holbach. En 1686, Locke disait dans sa lettre sur la tolérance, et sans doute cette citation a déjà été donnée, mais il faut la redire, parce que par ailleurs elle met en perspective des thèmes que l'on a déjà évoqués ici. Enfin, ceux qui nient l'existence d'un Dieu ne doivent pas être tolérés parce que les promesses, les contrats, les serments et la bonne foi, qui sont les principaux liens de la société civile, ne sauraient engager un athée à tenir sa parole. Donc, toujours cette même
question centrale. Un athée ne peut pas tenir sa parole. Et que si l'on bannit du monde la croyance d'une divinité, on ne peut qu'introduire aussitôt le désordre et la confusion générale. D'ailleurs, ceux qui professent l'athéisme n'ont aucun droit à la tolérance sur le chapitre de la religion, puisque leur système les renverse toutes. Donc une position très claire, très affirmée du côté de Locke, et il ne faut pas croire qu'elle est complètement oubliée, bien au contraire, dans les grandes réflexions sur la tolérance contemporaine de d'Holbach, il y a évidemment un retour aussi de cette lignée, qui est d'ailleurs une lignée récupérée par les cryptodéistes, les crypto-sociniens et la tradition aussi protestante. Quelques exemples évidents, mais majeurs, pour l'importance du débat à l'époque. Évidemment, Voltaire et son traité sur la tolérance de 1763, avec une nuance d'ailleurs qu'il faut faire immédiatement, c'est que Voltaire, explicitement, en tout cas à ma connaissance, dans le traité sur la tolérance, n'exclut pas nécessairement les athées de la tolérance. Mais ceci dit, il ne les met pas en valeur, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'il dit qu'il vaut mieux sans doute, il parle de l'être humain, qu'il vaut mieux sans doute pour lui d'être subjugué par toutes les superstitions possibles que de vivre sans religion. Je coupe certains éléments d'un extrait du chapitre 20. Un athée qui serait raisonneur, violent et puissant serait un fléau aussi funeste qu'un superstitieux sanguinaire, rappelle-t-il. Donc tout cela, évidemment, ne profite pas à la figure de l'athée. Mais de manière plus étayée et beaucoup plus dans la lignée évoquée et élaborée à partir de Locke, l'auteur de l'article « Tolérance » dans l'encyclopédie, qui est publié dans le tome 16, c'est-à-dire dans cette encyclopédie désormais interdite et qui est publiée d'un bloc en 1765. L'auteur, qui est Jean-Edme Romilly, qui n'est pas du tout quelqu'un de négligeable, qui est un jeune théologien, un pasteur genevois, dit ceci, dans un texte qui est très beau par ailleurs, et qui est une des belles, un des beaux discours sur la tolérance au XVIIIe siècle. Il dit néanmoins ceci: les athées en particulier, qui enlèvent aux puissants le seul frein qui les retienne et aux faibles leur unique espoir, qui énervent toutes les lois humaines en leur ôtant la force qu'elles tirent d'une sanction divine, etc. Les athées, dis-je, ne doivent pas réclamer la tolérance en leur faveur, qu'on les instruise d'abord, qu'on les exhorte avec bonté. S'ils persistent, qu'on les réprime. Enfin, rompez avec eux, bannissez-les de la société, eux-mêmes en ont brisé les liens. C'est donc avec cela aussi qu'ils font composer, c'est-à-dire avec cette position qui rend en quelque sorte l'athée inacceptable, parce qu'il échappe à l'économie de la tolérance qui doit s'appliquer et qui ne peut s'appliquer uniquement qu'aux confessions religieuses, pour ne pas dire, dans l'esprit de l'époque aussi, essentiellement aux confessions chrétiennes. Donc la première étape, si je puis dire, du combat de d'Holbach, elle est là. Elle est de sortir en quelque sorte la réflexion de cette position qui empêche de véritablement donner voix à l'athéisme. Et pour cela, il faut préparer le terrain. Alors, je me suis beaucoup exprimé là-dessus dans mon ouvrage sur le baron d'Holbach, où j'avais tenté de montrer qu'il essaye de dédramatiser toute la production du baron, essaye de dédramatiser finalement le rapport à l'athéisme, essaye de le rendre plus acceptable. Et pour cela, il recycle beaucoup d'ailleurs. Il réoriente en rendant compatible avec l'athéisme une bonne part de toutes les réflexions hétérodoxes du XVIIIe siècle et antérieurement. Et c'est ce qui l'occupe pendant une bonne partie de sa production, pendant ce qu'on appelle la première partie, jusque, disons, globalement, le début des années 1770, c'est-à-dire sa production de 66 à 70, dans laquelle il publie certes beaucoup, mais aussi dans laquelle il édite beaucoup.
Et dans ce mouvement d'édition, il y a un texte que je n'ai pas inclus dans le corpus que j'avais proposé, mais qui me semble absolument majeur pour comprendre ce travail. C'est l'édition qui est proposée manifestement par l'atelier Holbachik d'un texte essentiel pour cette réflexion sur la tolérance, c'est De la tolérance dans la religion ou de la liberté de conscience de Crélius. L'ouvrage paraît en 1769 et c'est un ouvrage composite d'ailleurs. C'est un ouvrage qui incorpore d'une part l'ouvrage de Crélius qui date de 1637, mais largement en puisant dans la traduction qui en a été faite en 1687, toujours la même période, par Le Senne en français. Et c'est Naigeon qui, dans un avertissement, évidemment pas signé, c'est Naigeon, le bras droit du baron d'Holbach, qui, dans un avertissement, précise qu'il a modifié, adapté cette traduction qui était incomplète à l'époque de Le Senne. Et à ce texte, qui est relativement court et qui occupe la première partie du volume, il adjoint quelque chose qui se présente sous un autre titre dans le même volume, l'intolérance convaincue de crime et de folie, souligné ouvrage traduit de l'anglais. Donc un volume qui concilie et qui met ensemble l'ouvrage de Crélius d'un côté, retraduit, adapté, et puis de l'autre côté, un titre inconnu par ailleurs, l'intolérance convaincue, qui propose en seconde partie 9 chapitres, dont je reparlerai tout à l'heure. Pour lors, il est intéressant de remarquer que l'ouvrage de Crélius n'est pas seul dans la bataille pour la tolérance. C'est-à-dire que quand d'Holbach publie, édite des textes qui tentent en quelque sorte de produire une réflexion sur la tolérance, il va amalgamer des choses qui ne sont pas du tout, et pas nécessairement même, sur le même plan. Parce que du côté de Crélius, il y a quelque chose de très utile chez ce socinien. Je rappelle que Crélius est une figure socinienne et que le socinianisme est un des éléments importants dans la réflexion anti-religieuse de l'atelier Holbachik et de Naigeon en particulier. Il faut savoir qu'à la même époque, on peut soupçonner que, peut-être avec l'aide de Diderot, Naigeon, puisqu'il le signe, écrit l'article unitaire dans l'encyclopédie toujours, et que cet article est un résumé de la doctrine socinienne, là encore puisé aux écrits, et parmi eux à Crélius, notamment à la question de la tolérance. Donc, avec cette auteur, Naigeon et d'Holbach produisent un grand moment de réflexion sur la tolérance. Pour autant, quand on lit le texte, on voit que cette réflexion reste entachée de justement cette défiance, cet ostracisme dont l'athée est la cible. Et dans le texte, et publié en 1769, il y a ce passage, nous ne voulons pas rappeler ici ce que nous avons dit dans le chapitre précédent, que la liberté de la religion étant ôtée, non seulement on ne détruit pas les hérésies, mais qu'au contraire, on les multiplie d'autant plus que les esprits du peuple seront disposés à la probité. Et il ajoute, Crélius donc, traduit, « Nous ajouterons seulement que cela fait naître l'athéisme, qui, selon les chrétiens mêmes, est un mal beaucoup plus grand que toutes les hérésies. » Donc, y compris dans la position de Crélius, qui est très utile pour une réflexion sur la tolérance, il y a tout de même cet ostracisme vis-à-vis de l'athée. Alors, comment s'en sort-il d'Holbach et son atelier, et Naigeon avec lui? Il s'en sort justement, en quelque sorte, en dépassant les attendus du socinien Crélius par d'autres textes. Et cette première partie de l'ouvrage est flanquée d'une seconde partie qui est plus clairement orientée dans un sens favorable à une vision plus universaliste de la tolérance, qui pourrait inclure les incrédules. Pour quelle raison?
parce que ce sont d'autres sources qui sont utilisées. En fait, des 9 chapitres de la seconde partie, les 8 premiers sont une traduction, et ce n'est pas moi qui l'ai découvert, c'est les travaux d'un chercheur, Mladen Kozul, qui vient de tirer ses conclusions dessus. Les 8 premiers chapitres sont une traduction de Gordon and Trenchard, The Independent Whig, un ouvrage de 1720, un très beau texte par ailleurs, dont d'Holbach lui-même avait proposé une traduction des 2 premières parties dans L'Esprit du clergé en 1767. Donc, il incorpore là une autre tradition que celle strictement socinienne, avec ces penseurs cryptodéistes anglais, qui d'ailleurs poussent très loin la tolérance, puisque le chapitre initial de cette seconde partie est un superbe texte d'ailleurs sur le blasphème, pour montrer qu'il n'existe pas de blasphème, et que c'est donc un terme qui est vidé de son sens. A donc cet apport nouveau, neuf, il ajoute un dernier chapitre dont on ne peut pas savoir véritablement l'origine et qui, a priori, avec des indices stylistiques très évidents, est une composition pure et simple du baron d'Holbach. C'est-à-dire que, comme d'habitude dans ses traductions, il mélange un peu tout, des traductions plus ou moins fidèles, des traductions plus ou moins instrumentalisées, et au bout du compte, pour en quelque sorte orienter l'ensemble, et ici orienter la réflexion sur la tolérance, une réflexion donc originale de d'Holbach lui-même, qui se présente sous un intitulé chapitre 9, La persécution et l'intolérance sont des marques visibles d'apostasie, et ça se présente dans les termes de cette manière-ci. Concluons de tout cela que la persécution est également ennemie de la nature, de la religion et de la raison, qu'elle tendra toujours à la destruction des sociétés qui ont besoin pour fleurir de concorde et de liberté. L'intolérance est contraire à la nature, vu qu'il est impossible que tous les hommes aient les mêmes façons de penser, les mêmes idées, les mêmes passions, les mêmes manières d'envisager les choses, en un mot, les mêmes opinions, qui sont les effets de l'éducation et de circonstances infiniment variées, qui ne peuvent jamais être les mêmes pour tous les individus de l'espèce humaine, ni même pour les citoyens d'une même nation. Nos opinions en tout genre dépendront toujours des principes qu'on nous inspire dès l'enfance, de notre tempérament propre, de notre imagination, etc., etc. Ce que vous entendez, c'est d'abord une phraséologie qui est celle de d'Holbach, incontestablement d'un point de vue stylistique, mais c'est aussi un changement du cadre, puisqu'il est question ici d'une intolérance qui est contraire à la nature. Et c'est par l'introduction de ce terme de nature que l'on sort finalement d'une réflexion proprement théologique, comme c'était le cas au départ avec Raelius, même laïcisé dans le cas de The Independent Whig, et on aboutit véritablement à une reformulation qui prépare le terrain à l'athéisme. Alors c'est ce terrain que je voudrais maintenant labourer avec vous très rapidement, puisque je crois que je commence déjà à être un peu long. Encore une dizaine de minutes, tout court. J'irai très rapidement pour le coup, puisque ce sont des textes dont je vais faire semblant que vous les connaissiez, puisque je les avais proposés à titre de corpus. Ce que j'en retiens, c'est que ce sont des textes, les textes qui portent sur la tolérance chez d'Holbach, et c'est tout de même un élément à signaler, les textes qui portent sur la tolérance chez d'Holbach n'apparaissent pas dans les grandes œuvres d'établissement philosophique de la consistance de l'athéisme en tant que tel. Je pense en particulier au bon sens ou au système de la nature. Cette question de l'athéisme, de la tolérance, pardon, est alors très marginale et même sans véritable importance. La question de la tolérance ne se manifeste par les textes véritablement que dans les textes tardifs, donc les textes de philosophie politique, plus ou moins pamphlétaire, de d'Holbach, c'est-à-dire la politique naturelle,
la morale universelle et l'autocratie, j'en resterai à ces seuls ouvrages, d'ailleurs, sans mettre en relation d'autres ouvrages qu'on aurait pu faire intervenir, comme le système social. Donc, il faut comprendre que si la tolérance n'apparaît qu'à ce moment-là, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la troisième période des écrits du baron d'Holbach, c'est parce qu'à ses yeux, la question philosophique de l'athéisme est réglée, elle a été réglée par le système de la nature et par le bon sens, et que dorénavant, la philosophie qu'il promeut est une philosophie qui se manifeste avec sa vocation pratique essentielle, qui est celle, donc, de donner les bons éléments d'appréciation pour une bonne économie sociale. Et j'emploie volontairement le terme d'économie. C'est-à-dire que ce qu'il importe maintenant, ce n'est pas seulement de bien penser, c'est surtout de bien faire. C'est une réorientation sociale qui invite là encore à s'extraire du petit nombre des athées pour réfléchir aux conditions politiques telles qu'elles doivent exister dans une société. Bref, il s'agit désormais, pour d'Holbach, de réfléchir à ce qu'on pourrait appeler une économie des opinions, ou des passions aussi, et les deux vont ensemble, ce qui relègue, et là encore le phénomène vaut d'être noté, ce qui relègue d'emblée l'athéisme en tant que tel, c'est-à-dire en tant que manifestation sociale, à la marge. Parce que d'Holbach a toujours considéré que l'athéisme était une position qui ne concernait que des esprits déliés, que des penseurs, et que l'athéisme n'est pas une dimension à appliquer à toute la société indifféremment, ou pour dire les choses plus abruptement, il ne croit même pas en la possibilité d'une société intégralement athée, et ce n'est pas pour cela qu'il milite avec ses textes, et ses textes politiques notamment. Alors, pourquoi milite-t-il donc, tout athée qu'il est, si ce n'est pas pour une société athée? Il milite en fait pour la prise en compte d'une dynamique qui lui permet de réinterpréter la question de la tolérance sur des bases assez radicales et qui, là, pour le coup, le rapproche de Bayle, à mes yeux. Si j'essaye de synthétiser, parce que c'est une prose, c'est une écriture qui est très répétitive, hein, si j'essaye de synthétiser les textes que j'ai envoyés, c'est-à-dire ces extraits portant explicitement sur la tolérance dans la politique naturelle, l'éthocratie et la morale universelle, on peut repérer un certain nombre de, disons, de thèses phares que je voudrais résumer très rapidement. La première, c'est qu'il y a une irréductible multiplicité d'opinions. Il n'y a aucun moyen d'espérer réduire le fait que tout le monde ne pense pas de la même manière. Et il ne s'agit donc jamais d'espérer réduire qui que ce soit à une position qui serait, par exemple, la position athée serait-elle, aux yeux de d'Holbach évidemment, la plus rationnelle, la plus réfléchie et la plus convaincante. Il faut partir de ce point de vue-là, qui est un point de vue politique. Il y a une confrontation nécessaire d'opinions qui ne pourront jamais être réduites les unes aux autres, et il faut tenir compte de cette logique. Cette logique, c'est une logique de raidissement par les contrariétés, c'est-à-dire plus on s'oppose à une conviction, plus elle a des chances de s'affirmer et de vouloir s'affirmer, et pourquoi pas violemment. La deuxième, c'est qu'il y a en quelque sorte un ordre de priorité qu'on ne pourra pas interdire aux gens de penser. Cet ordre de priorité qui veut qu'on préfère suivre une loi, et c'était une réflexion qu'avait déjà faite Locke, hein. Par ailleurs tout cela c'est du recyclage aussi de pensées antérieures et notamment d'approches lockiennes. On ne pourra pas empêcher quelqu'un qui pense qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'à la loi de penser ainsi. Et donc il faut faire avec. Et c'est bien cette difficulté-là qu'il a en tant que penseur athée, qui est pleinement conscient de ce qu'on pourrait appeler ce caractère inexpugnable du fort intérieur. C'est-à-dire on ne peut pas peser
sur les opinions, on ne peut pas peser sur les pensées, on n'a pas accès, et donc on ne peut pas espérer simplement par la volonté ou par la persuasion faire changer les gens d'avis. Donc il milite au bout du compte pour une forme de tolérance qui se rapproche beaucoup de cette tolérance prônée par Bayle, de cette tolérance universelle, qui lui permet, pour le coup, d'inclure les athées, ce qui est un pas intéressant dans la perspective de l'époque, mais qui reconnaît pleinement le droit d'errer. Et le terme d'errance, le verbe errer, est présent dans la politique naturelle. Alors cela aboutit à un certain nombre de paradoxes, et c'est là-dessus que je conclurai. Les paradoxes, c'est que, d'une certaine façon, quand on veut être athée conséquent, comme c'est le cas de d'Holbach, il ne faut pas avoir peur de congédier un point de vue qui paraîtrait exclusivement athée. C'est-à-dire que, pour lui, la seule vérité à tirer au point de vue de la philosophie politique, c'est qu'il n'y a pas de vérité unique dans le monde des opinions, et donc il va falloir se confronter à cette coexistence, aussi pacifique et pacifique possible, mais cette coexistence de gens qui ne pensent pas du tout de la même façon. Jusqu'à faire que, finalement, la question religieuse devienne, en fait, une autre forme de la question de la coutume. La religion est invétérée, on ne pourra pas l'extraire des gens, on ne pourra pas les raisonner parce que, d'une certaine façon, ils l'ont sucé avec le lait, c'est quelque chose qui est devenu naturel pour eux. Alors vous comprenez bien que cela, tangentiellement, inclut même l'idée que, de ce point de vue-là, l'athéisme est aussi une conviction comme les autres, avec laquelle il va falloir penser une possibilité de coexistence. Deuxième paradoxe, ou deuxième tension que je vois dans cette réflexion sur la tolérance par le baron d'Holbach, c'est en fait ce qu'on aurait, nous, rétrospectivement et surtout en cette période, tendance à considérer comme une minoration du religieux. C'est-à-dire que chez d'Holbach, tout à sa thèse de la tolérance universelle, il y a chez lui l'idée d'une forme d'innocuité des opinions, largement d'ailleurs appuyée sur la conception baylienne selon laquelle nous suivons nos passions et pas du tout nos convictions religieuses. Donc une forme d'innocuité des opinions, et que le zèle religieux est seulement, et pour l'essentiel, une forme de ressentiment contre une persécution subie, puisque c'était l'origine d'ailleurs de cette réflexion sur la tolérance. On est dans un monde, j'entends le monde d'Ancien Régime, où évidemment on ne peut pas avoir des convictions, en tout cas on peut avoir des convictions, mais politiquement on ne peut pas évidemment les manifester de manière plurielle. Nous ne sommes pas du tout dans un temps de la démocratie. Donc je terminerai finalement là-dessus pour souligner peut-être l'étonnement que l'on peut avoir en lisant les textes de d'Holbach sur la tolérance, de voir que finalement il ne met pas du tout en valeur l'athéisme en tant que tel. Parce que ce qu'il essaye de faire, c'est d'une certaine manière, un peu à la manière de Bayle sans doute, il essaye de faire que l'athéisme ne soit pas tant une position, la question a déjà été réglée pour lui, philosophiquement il n'a pas idée revenir, mais il essaye de faire que, en termes de philosophie politique, l'athéisme devienne une phase nécessaire de la réflexion sur la tolérance, c'est-à-dire que pour dire il faut se supporter les uns les autres, même si je ne crois pas comme vous, dans ce « je ne crois pas comme vous », il faut déjà être capable d'accepter et d'entendre le « je ne crois pas ». Voilà, je vous remercie.